Bonjour à tous! Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de relevé d'énergie et de relevé de consommation principalement de gaz et on va le faire dans Home Assistant. Vous le savez si vous suivez mon contenu autour de la domotique, je commence à tourner la page de JDOM et donc quand je fais quelque chose de nouveau ou que je remets à jour quelque chose, je le fais principalement dans mon installation Home Assistant qui se complète au fur et à mesure. Quand je parle de relevé de consommation, je pense principalement au dashboard de consommation d'énergie, je vais vous le mettre sur une période peut-être un peu plus parlante, on va faire sur un mois et passer sur le mois précédent pour avoir un tableau complet. Et donc voilà ce qu'on peut obtenir. Vous avez en haut la consommation d'électricité, en dessous la consommation de gaz, et vous avez aussi un relevé en fait éclaté par différents postes produits en fait qui sont mesurés sur les consommations électriques. Dans cette vidéo, on va se focaliser sur la partie gaz principalement, même si je vais revenir vite fait sur le dashboard d'énergie et vous parler de ce que j'ai mis dedans, mais ce qui m'intéresse à vous montrer aujourd'hui, c'est la partie gaz. On va regarder en fait comment se connecter sur son compte GRDF pour pouvoir avoir ici peuplé des valeurs de gaz. Alors il y a d'autres manières de le faire, de relever ses consommations de gaz, en particulier de ne pas le faire à partir de connexions internet, mais de le faire en local en mesurant soi-même sa consommation. Je vais en parler vite fait, et ensuite je vais vous expliquer aussi pourquoi on doit ou on devrait, dans une installation domotique, mesurer ces différentes consommations. Ce sont des informations qui sont très intéressantes à surveiller et voire même à améliorer. Pour que ça soit parfaitement clair pour tout le monde, je vous montre ce qu'il en est sur mon tableau domotique électrique. Vous avez donc ici pour la partie électrique, puisque j'ai pas le gaz, j'ai pas l'eau qui est connectée dessus, vous avez le télérelevé qui est disponible, donc sur le compteur Linky, derrière ce capot vert. J'imagine que la plupart des gens maintenant ont des compteurs Linky, mais c'était le cas déjà avant sur les compteurs d'ancienne génération, les Siemens et compagnie. Vous avez une prise TIC, téléinformation cliente. On voit ici le fil électrique qui est connecté dessus, qui part vers mon EcoDevice. L'EcoDevice, c'est un des produits. Ici, c'est celui commercialisé par GCE, qui permet de comprendre le protocole et de le transformer pour qu'on puisse ensuite l'exploiter sur un autre type de protocole. Ici, c'est des requêtes HTTP. L'EcoDevice, il a 3 entrées. Vous avez même 4 entrées. Vous avez 2 entrées pour la partie électricité, une entrée pour un compteur impulsionnel, par exemple gaz, et une autre entrée pour un autre compteur impulsionnel, ça pourrait être par exemple l'eau. Donc j'ai la capacité sur ce produit-là de surveiller toutes les consommations du logement. Mais j'ai pas en fait mes compteurs impulsionnels en place, donc je ne peux pas savoir combien je consomme d'eau et combien je consomme de gaz. C'est pour ça que je passe avec des API. Mais vous voyez que sur un compteur électrique, sur une installation électrique, c'est relativement simple à mettre en place. Vous avez plein de produits en alternative de ce type de produits qui peuvent le faire. Et donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de savoir en temps réel combien vous consommez dans le logement, c'est assez intéressant. Concernant maintenant l'eau et le gaz, vous avez ici mon arrivée gaz qui vient de l'extérieur, donc il y a le compteur qui est en limite de propriété, et vous avez ici l'arrivée d'eau. Donc si j'avais besoin de mesurer la consommation d'eau ou la consommation de gaz, il suffirait entre gros guillemets, que je scie ces tuyaux-là, après les avoir évidemment vidés, et que je mette un compteur impulsionnel, donc c'est juste un petit élément qui tourne et qui compte le nombre de mètres cubes ou d'eau ou de gaz qui peuvent passer dans le tuyau. Et ça me permettrait, via un petit câble ensuite qui réagit à chaque impulsion, de transmettre le nombre d'impulsions, et le compteur que vous avez vu sur mon tableau domotique, le GCE EcoDevice, transformerait ça en vrai mètres cubes consommés. Donc ça serait une manière de faire, ce serait la manière de faire si je m'étais projeté dans ce logement et que je voulais le modifier, mais moi j'ai pas envie, en tout cas j'ai plus envie, donc du coup je l'ai jamais fait. Mais logiquement ici, personnellement, j'aurais scié ce tuyau, j'aurais mis, là c'est le tuyau d'eau, un filtre anti-boue, filtre pour éviter aussi les dépôts de calcaire, et j'aurais mis suite à ça le petit compteur impulsionnel, donc avec un bypass pour avoir le circuit traditionnel et le circuit filtré avec le petit compteur. Pareil sur le tuyau de gaz, évidemment des professionnels peuvent vous aider si vous voulez le faire. Prenez des produits de qualité, si vous mettez des compteurs impulsionnels, en tout cas des machins qui sont plongés dans l'eau, le gaz c'est un peu moins gênant, mais surtout dans l'eau, si vous mettez des trucs avec du plastique et des pièces de mauvaise qualité, avec le calcaire, la saleté et tout ça, ce sont des trucs qui peuvent s'entartrer, s'embouer, se bloquer, c'est pas vraiment une bonne idée de mettre du bas de gamme, donc prenez quand même des petits compteurs, des petits produits qui sont quand même bien faits en cuivre et tout ça, avec des matériaux de qualité. Dans mon cas de figure, pour la partie consommation de gaz, j'ai pas modifié mon installation, vous l'avez vu, je peux pas non plus me mettre sur le compteur, mon compteur qui a été changé, j'ai toujours pas un Gaspard, le Gaspard c'est le compteur gaz
connecté intelligent de chez GRDF. J'ai un compteur traditionnel remis à jour, puisqu'il a été changé, ils sont changés tous les 5 ou 10 ans, je sais plus, pour des raisons de sécurité. Et dessus, j'ai un module connecté additionnel, évidemment fourni par GRDF également, enfin l'opérateur en tout cas du coin, qui remonte mes consommations de gaz comme le ferait un Gaspard. Et ce qui fait que je ne peux pas non plus me connecter dessus pour mesurer les impulsions. Sinon j'aurais pu le faire, c'est quelque chose que je voulais faire depuis un moment, et j'ai bien fait de pas le faire, parce que sinon, il m'aurait enlevé mes petits équipements, et j'aurais été coincé. Donc je le fais avec des appels d'API, et la question qui se pose, c'est pourquoi on mesure ces consommations. Alors il y a évidemment une évidence, c'est le coût de l'énergie. Évidemment, si on veut améliorer ces consommations, étant donné que l'énergie, que ce soit électrique ou gaz, ça coûte, c'est déjà de savoir combien on consomme, quand est-ce qu'on le consomme, et dans quelles conditions on consomme ça. Et c'est aussi hyper important pour vérifier des problématiques qui peuvent avoir chez vous, des fuites. Alors, fuite électrique, c'est un peu plus rare, mais ça peut être des surconsommations de certains appareils défectueux, mais vous pouvez aussi éventuellement être alerté de fuites de gaz et de fuites d'eau avant que l'addition ne soit trop salée. Évidemment, plus vous allez mesurer localement, précisément sur votre installation, plus vous serez alerté en amont. Ici, avec des relevés par Internet, j'ai déjà 2 jours de retard, donc vous imaginez, s'il y a une quelconque fuite, j'ai 2 jours dans la vue. Donc, essayez autant que possible de mesurer en local si vous le pouvez, si vous le souhaitez, ça peut être quelque chose d'intéressant. Maintenant, je voulais vous alerter, attention, ne mettez pas en place ce genre de suivi si derrière vous ne comptez pas l'utiliser. C'est-à-dire, si c'est juste pour faire joli, pour montrer à des gens qui viennent chez vous, regarde ce que j'ai pu faire, mais que vous ne regardez jamais ces choses-là, la partie que je vais vous montrer, par exemple, consommation de gaz, c'est une intégration custom, donc c'est pas du code qui est géré par Home Assistant, c'est du code qui peut tomber en panne parce que le développeur n'a pas remis à jour son code, mais aussi parce que le site GRDF est en maintenance, peut-être à changer en termes de code, en termes d'API privée, ce qui fait que le plugin ne marchera plus. C'est du code qui potentiellement peut vous poser problème lorsque vous faites des montées de niveau d'Home Assistant, puisque c'est pas du code géré nativement par Home Assistant, donc si c'est pas anticipé, il peut y avoir des petits soucis. Donc, n'allez pas vous amuser à installer ce genre de choses si derrière vous n'en avez aucun besoin. C'est-à-dire, si le dashboard d'énergie n'est pas présent, si vous ne comptez pas de toute façon surveiller vos consommations d'énergie, laissez tomber, ne le faites pas, ça vous fera perdre plus de temps qu'autre chose. Vous pouvez regarder ma vidéo si vous le voulez, juste pour information, pour voir ce qu'il est nécessaire de faire comme étape. En gros, c'est 2-3 minutes de travail, un maximum, si vous avez un compte GRDF, sinon il faut vous créer votre compte et tout ça, mais c'est pas non plus très long, et vous pourrez donc peupler ces informations-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que par exemple, moi je me chauffe au gaz, vous pourrez corréler des consommations avec des usages. Pour vous illustrer mon propos, je vous ai fait, vite fait, une petite section ici dans Home Assistant, dans laquelle en jaune j'ai mis ma sonde de température extérieure, donc on a des variations évidemment puisqu'elle est à l'extérieur, et en bleu, la consommation de gaz. Et donc on peut voir directement le rapport entre la température extérieure et les consommations. Vous voyez ici, il y a une grosse chute de température à l'extérieur, et bien il y a un pic de consommation de gaz. Et on voit directement les liens il y a une corrélation forte entre température extérieure, consommation de gaz. Donc évidemment c'est flagrant puisque moi je suis avec du chauffage gaz, donc il y a ce lien direct, et puis ensuite il y a un décalage complet puisqu'en été évidemment il n'y a plus de chauffage et les températures partent dans la direction qu'elles veulent. Mais en tout cas vous pouvez voir sur la période de l'hiver des choses assez intéressantes, et ensuite si vous creusez, si vous mettez en forme cette petite tuile pour qu'elle vous présente plus d'informations, des informations peut-être plus pertinentes en fonction de ce que vous voulez faire afficher, par pièce, ou par jour, etc., pour que ce soit plus précis, vous pourrez en tirer des informations. Donc si vous avez des plaques de cuisson, si vous avez du chauffage, vous pourrez voir si en fonction des jours, en fonction des consignes de température que vous pouvez mettre en hiver, par exemple, quand il fait froid, en fonction de la température extérieure, vous pourrez voir si ça a un impact significatif ou pas sur votre logement. Et vous pourrez voir, par exemple, en fonction de la qualité de l'isolement du logement, si vous avez, à un moment donné, un décrochement entre la consommation de gaz et la température extérieure. Et ici, je suis en juillet, donc évidemment, on va rien voir, mais si je vais sur une période beaucoup plus froide, on voit que déjà mes consommations de gaz sont beaucoup plus importantes, et on voit aussi que mes consommations électriques ne sont pas égales en fonction des jours. Et du coup, on peut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là qui font que j'ai consommé plus que les autres jours? Et c'est intéressant à savoir pour voir si j'ai pas mis une consigne dans une pièce qui est un petit peu plus élevée que d'habitude, si il y avait peut-être des présences plus longues dans le logement, c'est-à-dire je suis pas allé au travail, j'étais en télétravail, ou j'avais froid, voilà, qui fait que j'ai surconsommé, s'il y a eu peut-être plus d'utilisation d'eau chaude, laver la vaisselle, prendre des douches, des trucs comme ça qui font que ça a augmenté la consommation d'eau chaude et donc la consommation de gaz. Et tout ça, vous pourrez, du coup, comme vous avez l'information, vous pourrez améliorer
vos consommations, ou peut-être identifier les postes qui consomment beaucoup chez vous, ou les moments où peut-être il faut ne plus abaisser les températures, ou au contraire abaisser les températures dans le logement, pour minimiser la consommation de gaz. Moi c'est ce que j'ai observé par exemple avec ça, c'est que mon logement est tel que pour des absences courtes, il faut surtout pas que j'abaisse les températures. Si j'abaisse les températures de consigne, mon logement refroidit, mais il consomme tellement de gaz à faire remonter la température que c'est absolument pas rentable énergétiquement. J'ai une surconsommation de gaz par rapport au moment où je ferai la même chose sans couper le chauffage, ou sans abaisser aussi fortement. Voilà, c'est deux champs de choses. On vous dit abaisser la température, parce qu'effectivement c'est vrai au niveau de la thermodynamique que plus l'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur est faible, moins vous allez consommer, mais c'est pas forcément ce que vous regardez sur vos consommations de gaz, parce qu'un logement, c'est pas juste des échanges d'air, il y a aussi autour de ça des murs qui sont plus ou moins isolés, qui sont plus ou moins denses en termes de captation de calories et tout ça. Et donc, c'est ça qui va vous permettre de mieux consommer et donc d'avoir des courbes qui vous permettent de voir si vous allez dans le bon sens ou si au contraire, à telle ou telle période, vous avez surconsommé par rapport à d'habitude. Voilà, je vous montre maintenant comment on met en place ces petites courbes et comme ça vous permettra de suivre, soit au quotidien, soit par trimestre, par mois, par semaine, en fonction de ce que vous avez besoin de voir, vos évolutions de consommation d'énergie, et vous verrez très visiblement, en fonction des mois, des saisons, des périodes, est-ce qu'on est en hiver avec forte température, faible température extérieure et tout ça, est-ce que votre logement réagit correctement et vos consommations réagissent en conséquence. Ce qu'on va voir donc aujourd'hui dans cette vidéo, c'est comment peupler le tableau de bord ou dashboard énergie de Home Assistant pour pouvoir y mettre les consommations de gaz à partir de plugins que je vais vous montrer. Ce qu'il faut voir dans ce tableau de bord, et je vous montre de manière plus générale, c'est que j'ai mes consommations électriques et mes consommations de gaz. On voit d'ailleurs qu'il y a une forte différence entre les deux, puisque mon logement est principalement chauffé au gaz, et donc vous voyez que pendant les mois froids, on voit des pics de consommation de gaz, là où ma consommation électrique est à peu près lisse, à part peut-être des ampoules qui restent allumées un tout petit peu plus longtemps en hiver qu'en été, ça ne se ressent pas, puisque c'est pas ce qui consomme dans mon logement. Ce qui consomme, c'est la VMC, le réfrigérateur, et évidemment les serveurs, les trucs comme ça. Ça, c'est ce qui consomme vraiment en termes d'électricité. Mais la différence donc fondamentale entre la partie consommation électrique et consommation de gaz, c'est que la consommation électrique, je vais consulter directement mon compteur Linky, donc qui me remonte seconde par seconde les consommations électriques de mon logement. Alors ça reste un compteur, donc c'est ce que lui mesure, ce qu'il va me facturer, mais c'est assez précis. Là où les consommations de gaz, c'est une intégration par API. Vous verrez après ce que j'ai déployé, c'est assez standard, vous connaîtrez peut-être déjà, mais en tout cas ça me permet de suivre de ce que en fait Engie et indirectement donc GRDF qui est l'opérateur qui s'occupe du gaz, en tout cas là où je me trouve, ce qu'il mesure en termes de consommation de gaz en mètres cubes ou en kilowatts, en équivalent kilowattheure, suivant ce que vous préférez afficher. Donc moi j'ai fait ça tout joli pour que j'ai un tableau de bord qui soit représentatif de ce que je consomme, et j'ai aussi derrière évidemment, puisque j'ai des appareillages qui me permettent de mesurer un petit peu mes consommations, j'ai aussi les répartitions de consommation par appareil en fonction des moments de la journée et tout ça. Donc voilà en ce qui concerne le tableau énergie, je vous montrerai comment on le configure après vite fait, mais on va parler de comment on remonte ces consommations de gaz. Donc moi j'utilise personnellement le travail de Stéphane Sénard, j'espère qu'on prononce comme ça, ou Senard, je ne sais pas trop, donc qui propose non seulement une librairie en Python, et qui permet de récupérer directement les fichiers, je crois que c'est les fichiers Excel, d'export de consommation en fait de gaz, donc ça c'est sa librairie, mais qui propose aussi des intégrations dans Home Assistant. L'intégration la plus connue c'est la Home Assistant Gaspard qui permet d'obtenir des entités en fait qu'on a ensuite dans Home Assistant pour pouvoir avoir les valeurs de ces mesures de consommation gaz. Un projet Gaspard to achat WebSocket qui permet directement, en appelant les services internes de Home Assistant, de peupler, on va dire, l'historique des consommations de gaz. Et vous avez aussi la possibilité, moi ce que je n'utilise pas, mais d'avoir la partie intégration MQTT, donc un serveur MQTT, enfin une intégration sur votre serveur MQTT qui permet derrière de publier les valeurs de consommation de gaz, comme ça vous pouvez l'avoir sur tous les produits qui en ont besoin. Donc voilà, en gros, les projets, on va dire, que je connais un petit peu autour de Gaspard et de ce que produit Stéphane Sénard. Et il y a aussi, évidemment, une carte Lovelace et tout ça, si vous utilisez ce genre de choses, mais moi j'utilise le dashboard d'énergie, donc j'en ai pas besoin. Donc vous pourrez toujours consulter si vous voulez.
Ces intégrations ne sont pas exclusives, dans le sens où vous pouvez utiliser l'une ou l'autre en fonction de vos besoins, mais vous pouvez aussi en combiner deux. Moi, personnellement, j'utilise Home Assistant Gaspard et Gaspard to HAWS. J'utilise les deux en même temps, ce qui me permet d'avoir l'historique et, si nécessaire, la consommation temps réel, sachant que moi, la consommation temps réel, je ne l'utilise plus. Maintenant, je mets des valeurs unknown, mais ça me permet de préserver, d'avoir des entités en fait qui sont présentes sur mon installation Home Assistant, ce qui fait que ça se comporte un petit peu mieux, on va dire, sur l'ensemble. On peut interagir avec l'historique. Donc voilà en gros sur les projets. Donc la première chose à faire, ce sera de choisir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez avoir plutôt le temps réel, on va dire, et ensuite Home Assistant s'occupera sur le long terme de stocker les valeurs, ou est-ce que vous êtes juste intéressé, et je vous le recommande plutôt par les valeurs long terme, parce que de toute façon les valeurs temps réel ça sert pas à grand chose, elles sont décalées dans le temps, hein, donc de toute façon vous aurez au moins 2 jours de retard par rapport à la consommation, donc il n'y a pas vraiment de temps réel, donc moi je vous conseille plutôt de partir sur ce projet là, et puis le Gaspard to MQTT si vous voulez partager avec d'autres... Enfin, vous voulez en fait que ce soit disponible sur plusieurs services différents, donc pas forcément que du Home Assistant, par exemple du Home Assistant, du JDOM, des trucs comme ça, en n'ayant qu'un seul point d'intégration qui va consulter vos données GRDF. Donc il faudra choisir. Moi j'ai fait le choix d'avoir Home Assistant Gaspard et Gaspard to HAWS. Donc on va voir ces deux-là. Donc pour chacun vous avez des documentations, des readme en fait, mais qui sont assez complets pour vous expliquer en quoi chacun contribue à fournir des informations ou des fonctionnalités sur Home Assistant. Que ce soit le Home Assistant Gaspard qui est le point d'entrée, on va dire, qui renvoie vers les autres, en vous montrant ce que vous pouvez faire avec vos cartes Lovelace et ce que vous pouvez faire afficher, ce qui est plutôt intéressant pour vous montrer en fait la quantité de données en fait que vous pouvez faire afficher, mais aussi qui vous redirige vers derrière vers les autres projets si vous voulez plutôt installer autre chose. Donc pour Home Assistant Gaspard, vous avez une intégration qui existe. Cette intégration passe par HACS. Donc il faudra suivre l'installation de HACS. HACS, je vous l'ai déjà montré, donc normalement vous savez comment on s'y prend. L'idée générale, c'est d'aller ajouter un dépôt personnalisé. Donc vous voyez ici, je l'ai ici, GRDF Gaspard, et on voit ici l'entrée. J'ai également mes autres intégrations personnalisées. Et télécharger, donc en cherchant gaz, vous allez trouver GRDF Gaspard. Vous sélectionnez et vous faites télécharger. Une fois que vous l'aurez téléchargé, du coup il sera disponible sur votre installation, vous pourrez aller à l'étape d'après qui est d'aller dans les paramètres, appareil et services. Bon, moi je l'ai déjà installé donc il n'y aura rien de plus à faire. Et on vous demandera quand même de fournir le jeu de configuration YAML nécessaire pour que cette intégration en fait puisse fonctionner. Donc personnellement j'utilise Studio Code Server pour aller interagir avec mes fichiers. Et donc vous voyez ici l'activation quelque part de cette intégration, donc plateforme Gaspard, name Gaspard, tout ça je ne l'ai pas inventé, c'est décrit ici dans le readme. Donc vous avez juste à faire la même chose, il y aura 2 subtilités à faire, il vous faudra nom d'utilisateur, mot de passe pour vous connecter sur le site de GRDF et l'identifiant de votre point de relevé, le PCE Identifier qu'il faudra aussi connaître. Donc pour faire ça, vous allez sur votre espace GRDF, donc c'est monespace.grdf.fr, vous créez un compte si vous n'en avez pas, on va vous demander une adresse mail, un mot de passe, c'est ça votre nom d'utilisateur, mot de passe qu'il faudra saisir ici, dans username password, et ensuite on vous demandera votre point de relevé, ça vous l'avez sur vos factures. C'est ce qui vous permettra de savoir, de vérifier l'adresse de votre logement et donc le point de relevé pour reconnaître vos consommations. Ensuite, une fois que vous avez ces informations-là qui sont disponibles, c'est très simple, il suffit de les mettre dans ici les entrées. Donc moi j'ai mis ça dans ma section secret, comme ça de toute façon ça ne transparaît pas sur mes fichiers standards, mais bon, vous pouvez aussi les mettre en dur directement à ces endroits-là. Faites très attention sur PCE Identifier, je crois que maintenant d'ailleurs c'est même décrit dans le readme, mais si jamais vous avez un numéro d'identifiant qui commence par un 0, n'oubliez pas d'échapper, enfin de mettre des quotes autour de l'identifiant, sinon il pourrait y avoir des problèmes de relevé. Vous pourrez aussi définir un thème-dir, laissez-le par défaut, c'est l'endroit où les fichiers Excel sont placés en fait, pour qu'ils puissent être parsés et rendus disponibles, l'heure du scan et le nombre de jours de valeurs qui sont remontées. Regardez bien dans la documentation, une fois que vous en êtes là, vous allez pouvoir redémarrer
votre installation Home Assistant, ça suffira pour obtenir au moins un sensor, qui est le sensor Gaspard, qui est celui en fait qui contient quasiment tout. Donc vous avez dedans les valeurs de consommation avec la période de temps que vous avez demandé. Par contre, si vous voulez gagner un petit peu de temps, vous pouvez aussi définir des templates, c'est-à-dire à partir de votre sensor qui s'appelle donc sensor Gaspard par défaut, c'est comme ça que vous l'avez nommé. Sensor.gaspard, c'est en fait parce que, juste pour être précis, ici, vous l'avez appelé Gaspard. Donc du coup, c'est pour ça qu'il s'appelle sensor Gaspard. Si vous l'appelez MyGaspard, ce sera un sensor.mygaspard. Vous avez compris le principe. Et donc, vous pouvez aussi définir des templates. Des templates, c'est en gros des entités qui sont issues d'autres entités, si je veux faire très simple et très facile à comprendre. Et ce que suggère le mainteneur de cette intégration, c'est d'en créer deux, si vous avez besoin des deux. Une pour les kilowattheures, une pour les mètres cubes. Sachant que les kilowattheures sont directement disponibles dans l'état du sensor d'origine, donc sensor Gaspard. Si vous regardez ici, vous aurez un state, alors je sais pas où il se trouve exactement dans l'exemple qui est donné, mais vous aurez normalement une valeur state qui sera peuplée, donc elle sera directement disponible dedans, donc ça c'est plutôt facile, et vous l'aurez tel quel, avec la possibilité derrière de définir une petite icône, un device class et tout ça, pour que ce soit plus joli dans la partie Home Assistant avec l'unité et compagnie. Et vous avez la possibilité aussi de définir en mètres cubes, et les mètres cubes c'est un petit peu plus compliqué puisque par définition, pour connaître la valeur du jour, il va falloir faire une différence entre deux jours. Donc là, il y a la petite opération mathématique de calcul, et vous voyez ici avec l'unité mètres cubes, et toujours en total increasing sur une classe qui est gaz et pas énergie, puisqu'on n'est pas en kilowattheure. Donc on n'est pas sur une mesure d'énergie, mais on est sur une mesure de volume. Voilà, donc vous pouvez faire ça directement, donc je vous montre moi en quoi ça consiste. Donc dans la partie template, ici, j'ai créé mes sensors, et vous voyez les sensors, alors j'en ai 3 pour le coup, je les ai nommés de manière à ce que ce soit compatible avec l'autre intégration quelque part que je vais vous montrer. Donc j'ai ici la partie énergie kilowattheure, j'ai la partie volume mètre cube, et puis j'ai la partie coût en euros. Ça, c'est pour que les entités existent dans mon installation. Personnellement, je ne peuple pas avec les valeurs, je peuple avec une valeur, un état qui est unknown, puisque c'est le plugin, en fait, la partie Gaspard to HAWS, qui va peupler les valeurs sur le long terme, hein, puisque c'est cette partie-là qui m'intéresse le plus. Donc cette partie-là, si vous voulez vous arrêter là, il va voir la valeur du jour. Alors sachant que je vous le redis, la valeur du jour, le souci c'est que c'est la valeur d'il y a 2 jours, donc vous aurez un décalage de 2 jours, ce qui n'est pas top, c'est pour ça que je vous conseille pas d'aller plus loin dans cette partie-là et de mettre unknown pour être tranquille. Mais si vous utilisez les valeurs que je vous ai indiquées ici, bah, vous aurez à la valeur du jour l'état de consommation mètre cube et l'état de consommation kilowattheure d'il y a 2 jours. Donc pour ensuite que tout ça apparaisse miraculeusement dans Home Assistant, il faudra redémarrer Home Assistant, mais juste avant ça, je voulais vous montrer pourquoi j'ai un fichier sensor YAML et un fichier template YAML. C'est tout simplement pour me faciliter la vie dans mon configuration YAML ici. Au lieu d'avoir tout en dur dans un seul fichier, je fais des includes, c'est-à-dire que je redirige les différentes sections de ma configuration dans des fichiers qui sont autonomes, ce qui permet un petit peu de subdiviser les configurations. Et vous voyez qu'ici, sensor et template sont dans des sous-fichiers, ce qui me permet de les isoler de la configuration principale. Donc une fois que vous avez fait ça, pour que les entités apparaissent, vous allez dans, par exemple, outils de développement, section YAML, vous faites une première fois vérifier la configuration, et ensuite vous pourrez faire redémarrer, et vous pouvez faire un rechargement rapide, ça suffira pour que les entités apparaissent. Sinon vous faites un redémarrage plus lourd, mais bon, c'est beaucoup plus long. Quand vous aurez fait ça, vous attendez donc que Home Assistant revienne à la vie, logiquement il n'y aura pas de souci. Vous allez ensuite dans État, et vous allez pouvoir rechercher la partie gaz. Donc ici, dans filtrer les entrées, vous tapez gaz, et si vous avez appelé votre sensor Gaspard, bah, vous verrez apparaître son état courant, son state ici. Donc on voit ma consommation actuelle en kilowattheure du coup. Et vous avez aussi, sur la partie daily ici, vous avez les index en mètres cubes avec les dates. Donc au 3 août, j'ai un index à 920 mètres cubes au démarrage de la journée, 920 mètres cubes à la fin de la journée, avec un volume en mètres cubes de 0,16 de consommation, et c'est un équivalent énergie en 1,81. Voilà, donc vous avez un tableau ici, donc à l'heure, si vous avez souscrit ou activé un suivi à l'heure auprès de votre fournisseur, sinon vous avez un suivi au jour et à la semaine. Donc vous aurez toutes les informations pour faire ça, et donc si vous avez fait un peu plus que juste activer la partie sensor Gaspard, mais vous avez créé les templates,
vous aurez en plus des templates. Donc les templates ici, on les voit. J'ai donc le cost, l'énergie et le volume. Ce sont les trois que j'ai mis en place. Sachant que énergie, je l'ai renommé en pretty name, en friendly name, je l'ai renommé en ng, de manière à ce qu'il apparaisse sous la forme du nom ng dans les tableaux de bord et tout ça, pour que ce soit un peu plus joli, puisque ng est mon fournisseur d'énergie. Voilà en gros comment ça se fait. Alors là, vous aurez donc la valeur instantanée de ces différents sensors. Sachant que moi, donc, je vous l'ai dit, je l'ai mis en unknown parce que là ici, on est aujourd'hui, au moment où je vous le filme, on est le 5 août. Au 5 août, le moment où l'intégration va se déclencher, elle va aller rechercher les valeurs, elle aura les informations du 3. Et donc elle mettra au 5 août les données du 3. Si vous faites derrière des graphiques ou des suivis de consommation, ça n'a pas spécialement de sens. Je ne sais pas s'il y a un moyen de décaler de 2 jours les valeurs, mais à ma connaissance, j'utilise en tout cas cette intégration-là depuis peut-être un an. J'ai pas trouvé de manière de le faire, et donc je trouvais pas ça super pratique. C'est pour ça que je suis parti sur la deuxième approche qui peut être complémentaire, ou vous pouvez aussi déployer toute seule dans son coin, qui est d'aller chercher les données historisées. Et donc là, on part sur Gaspard 2HAWS, donc WebSocket achat avec l'intégration Gaspard. À nouveau ici, vous avez toutes les informations nécessaires pour le faire. Ici, on n'est pas sur l'intégration avec HACS et donc une intégration standard, on est sur un add-on. Et donc avec un add-on, vous avez une repository additionnelle, vous l'avez ici, et vous avez même le bouton rapide, vous cliquez dessus si vous voulez faire ça très vite. On vous donne à nouveau ici plein d'informations, mais sachant qu'il n'y a pas grand chose à faire, puisque comme c'est un add-on, il est quasiment auto-documenté. Vous allez le voir dans un instant, et vous pouvez aussi le déployer si vous voulez en tant qu'image Docker, si vous voulez un truc autonome qui tourne en dehors de Home Assistant. Donc pour déployer un add-on, vous allez dans Paramètres, je zoome un petit peu pour que ce soit plus lisible, Modules complémentaires, vous pouvez faire boutique des modules complémentaires. Ici, vous aurez les add-ons officiels, donc par défaut il n'y est pas. Vous pourrez ajouter un dépôt, donc vous voyez ici que vous pouvez ajouter des dépôts. Donc on le voit ici, le dépôt que j'ai ajouté, d'ailleurs on voit que j'avais même essayé la version MQTT que finalement je n'ai pas gardé, d'ailleurs je pourrais le supprimer comme ça on n'en parle plus, mais vous voyez qu'ici vous ajoutez l'URL, vous faites ajouter, et il sera disponible dans vos add-ons que vous pourrez rechercher. Sachant que si vous cliquez sur le bouton installer qui se trouve là, vous n'avez rien à faire, enfin ça va se faire tout seul pour vous. Là je vous montre les étapes dans le détail, donc vous avez juste cette URL là à taper. Et d'ailleurs ce qui est rigolo c'est que j'ai une faute de frappe ici, et ça a l'air pourtant de marcher quand même. Donc c'est assez bizarre, il faudra que je creuse ce truc là, puisque ça a l'air d'être bon. Je sais pas pourquoi ça fait ça, il faudra que je vois. Et ensuite, donc vous tapez gaz ici, et vous trouverez l'intégration qui se trouve, enfin l'add-on pardon, qui se trouve ici. Vous cliquez dessus, et vous pourrez l'installer avec le bouton installer qui se trouvera là. Sachant que avant de démarrer et compagnie, il faudra quand même le configurer. Donc vous avez la documentation qui sera disponible ici. Dans la documentation, on vous explique en gros ce que vous pouvez configurer. J'ouvre la partie configuration, mais il va falloir que je cache évidemment mes données personnelles. Donc dans la partie device ici, vous pouvez laisser par défaut Gaspard 2HAWS, mais vous pouvez aussi appeler ça Gaspard ou je sais pas quoi si vous voulez un nom plus traditionnel. Username, password, PCE Identifier, vous avez vu comment on les récupère, c'est ce qu'il y a sur vos factures et les informations qu'il y a sur votre compte GRDF. Ici, il y a quand même une différence que je vais vous montrer dans un instant, c'est que cet add-on, lui, travaille avec des API. Donc il ne travaille pas avec le fichier Excel, il va interroger directement les API qui se trouvent sur le portail. Time zone, vous laissez Europe-Paris, les jours, ça c'est ce que vous voulez récupérer. Donc je crois que le maximum c'est 1 an, parce que je crois que GRDF ne stocke pas au-delà d'1 an, mais en tout cas vous pouvez faire varier ça. Et ici si vous voulez réinitialiser le contenu de vos statistiques, parce que ce sont des long-term statistiques, ça va être stocké en tant que long-term statistiques, donc vous pouvez réinitialiser si vous voulez repeupler avec des valeurs, je sais pas, vous vous êtes trompé d'identifiant de compteur ou il y a un souci, vous pouvez recommencer. Vous avez d'autres réglages dans lesquels je me suis pas plongé puisque j'en ai absolument pas besoin, c'est pour les calculs de coûts. Si vous voulez estimer combien vous allez payer, etc. Vous avez les taxes, vous avez les prix à la consommation, les prix à la souscription, les prix de transportation, enfin de transport, et les prix d'énergie. Voilà, vous pouvez régler tout ça en fonction des valeurs exactes auxquelles vous avez souscrit, sachant qu'il faudra évidemment les versionner, c'est pour ça que vous avez des tableaux avec des start dates pour dire si vous avez des variations dans les montants, à quelle date ces nouveaux montants rentre en jeu en fait. Et du coup, une fois que vous aurez fait ça, vous faites enregistrer, et là vous pouvez faire démarrer,
espérez que tout fonctionne, enfin vous faites installer, hein, vous faites ensuite configuration, vous faites démarrer, et normalement vous pourrez aller voir dans le journal si tout fonctionne bien. Donc je vous montre les logs, je ne vais pas tout vous montrer dans le détail, puisqu'il y a en plus des informations personnelles à chaque fois qu'il faut que je cache. Mais en gros, donc la version ici, on la voit, c'est la 0.3.3, vous avez la version de Python, vous avez la configuration parce que derrière c'est du Docker, donc vous avez la configuration Docker qui est fournie en fait à cette image Docker, donc comment elle est configurée dans le détail avec son niveau de log, des trucs comme ça. Donc ça c'est si vous voulez, du coup vous pouvez copier cette section là si vous voulez auto-héberger ce Docker en dehors de Home Assistant, vous pourrez. Il y a ensuite une connexion à Home Assistant, alors j'ai caché ce qu'il y a au-dessus parce qu'il y a des tokens et tout ça, mais il y a une connexion à Home Assistant pour vérifier si les WebSockets sont en place et si l'API de Home Assistant est disponible. Ensuite, il y a une vérification des sensors, donc est-ce qu'ils sont là en fait, et surtout quelle est leur dernière valeur s'ils sont là, pour savoir ce qu'il faut récupérer. Donc vous voyez ici par exemple une vérification. Au 5 août, on vérifie si une sensor volume existe. Ici, il y a une vérification avec le sensor volume existe true. Et pour Gaspard, donc volume, on voit ici que les statistiques existent et que la dernière stat, alors c'est des timestamps ici, mais ça doit être le 3, c'est écrit ici en toutes lettres, 3 août. Et donc, ça permettra à la donne de savoir qu'il doit aller chercher les valeurs au-delà du 3 août, si elles sont évidemment disponibles. Donc il y a ça pour volume, énergie, cost, puisque c'est ce qui a été configuré. Et ensuite, il va y avoir les appels à GRDF. Alors les appels à GRDF, je vous montre vite fait en quoi ça consiste. Si vous allez débugger en fait ici l'ouverture de la page de GRDF, vous verrez ici deux API qui ne sont pas des API officielles, hein, c'est les API pour l'interface web de votre compte, de votre espace client en fait. Informative et publiée, j'imagine que c'est des API françaises. Et donc le plugin s'appuie sur ces API là pour aller télécharger les valeurs historiques sur toutes les tranches en fait qui sont disponibles. Donc c'est là-dessus en fait qu'il travaille. Donc vous pourrez ensuite vérifier si votre plugin fonctionne bien, puisqu'il va ensuite appeler par l'intermédiaire en fait de votre compte GRDF. Donc il va se connecter sur mon espace GRDF, un peu comme si vous vous y connectiez vous-même, et faire l'appel d'API pour récupérer les valeurs. Donc on voit ici qu'il va essayer de récupérer pour le 4 en fait les valeurs d'énergie, de volume et de coût. Donc il se connecte sur mon espace GRDF sur le port HTTPS. Donc j'ai caché un petit peu des interactions parce que dedans il y avait des numéros de compteur, des trucs comme ça, donc ça permet d'anonymiser un tout petit peu. Mais vous voyez qu'il a récupéré, ici on voit qu'il a récupéré des infos, en particulier le 3 août, des débuts de compteur, fin de compteur en mètres cubes, enfin fin d'index, le volume, l'énergie en kilowatts et les facteurs de conversion, les trucs comme ça, la température du point de mesure et l'heure précise à laquelle la valeur a été collectée. Et donc, comme il l'a déjà, cette valeur-là, il ne va pas la prendre en compte puisque c'était pas pertinent, donc on voit qu'il dit j'ai rien eu à publier. Mais vous verrez normalement, si c'est la première fois que vous démarrez, que il va publier ça dans les long termes statistiques. Alors du coup, qu'est-ce que c'est les long termes statistiques? J'en profite pour vous montrer. Outils de développement, statistiques. Vous avez ici tout ce qui est recorder long terme. Donc quand il y a besoin d'aller stocker sur du long terme des valeurs, que ce soit des températures, de la luminosité, de la présence on-off, des trucs comme ça, pour éviter d'avoir trop de données, en fait, il y a un recorder qui permet de synthétiser, on va dire, l'historique de votre mesure. Et donc, si vous cherchez gaz ici, ce que fait cet add-on-là, c'est d'aller injecter, par recorder, en fait, d'aller injecter les données directement ici dans les données long terme, ce qui vous permet de les afficher dans la partie énergie, puisque la partie énergie travaille sur les données long terme. Donc, vous voyez volume, donc ici, on ne le voit pas parce que j'ai zoomé un petit peu, mais ça c'est les kilowattheures, hein, c'est l'énergie, et vous voyez ici cost. Donc là par contre il y a vraiment des valeurs dedans, et on le voit d'ailleurs puisqu'ici il n'y a pas d'erreur, hein, c'est pas marqué corrigé, donc ça veut dire qu'il y a des valeurs, là il y a une entité qui correspond, et on voit ici qu'on peut corriger les valeurs erronées et tout ça. Donc là il a normalement des valeurs qui sont disponibles. Et donc ensuite on peut aller configurer le tableau de bord énergie pour lui rajouter ce qu'il faut. Une petite aparté sur les API et GRDF, parce que autant où il y a des choses très intéressantes quand on regarde sur DataGouv.fr et l'Open Data en France en tout cas, autant où pour GRDF c'est vraiment carton rouge, ils sont vraiment pas bons sur le domaine, en tout cas concernant les particuliers, parce que il existe une API qui s'appelle GRDF Addict, qui est très bien faite, elle a une API de production, une API de test et tout ça, donc elle est pas mal, elle a des limites d'appel, mais c'est un appel à la seconde, et une disponibilité
disponibilité qui est vraiment sympa. Par contre, elle est restreinte, et ça, c'est pas du tout bon quand on voit ça en tant que particulier, parce qu'elle est interdite pour les particuliers. En tant que particulier, vous ne pouvez pas créer un compte et vous y connecter pour aller consulter vos consommations. Et c'est hyper dommage, parce que s'il y avait besoin de s'intégrer avec une API, ce qui est toujours moins bien, je vous l'ai dit, hein, de faire vos relevés localement chez vous, mais au moins avec une API. Ici, on avait une API standardisée et officielle, donc avec des évolutions, avec des informations quand l'API change, des délais pour faire les mises à jour et tout ça, ce serait beaucoup plus propre et beaucoup plus intéressant. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que malgré le fait que cette API existe, il y a des délais de publication de données, et ces délais, c'est ce que je vous ai montré, c'est les mêmes choses en fait que sur votre portail web, c'est 1 à 3 jours. Donc moi je vois que j'ai un décalage de 2 jours, ce qu'on va dire être dans la moyenne de ce qui est indiqué, mais vous ne pouvez pas avoir d'informations même au jour près de vos consommations de gaz. Et ça c'est terrible parce que ça ne vous permet pas de savoir avec un recul suffisamment rapide quelles sont vos consommations. Je dis ça parce que si on compare avec ce que vous pouvez faire avec un Linky par exemple, qui lui remonte les données de consommation électrique, vous pouvez avoir des remontées à l'heure éventuellement ou 2 heures, enfin vous pouvez avoir un truc assez fin quand bien même vous ne surveillez pas vos consommations directement chez vous. Donc c'est vraiment dommage de ne pas avoir ce même niveau pour les consommations de gaz, ou en tout cas au moins une API officielle sur laquelle on peut se connecter, quand bien même on est 1 ou 2 jours de retard, qu'il y ait quelque chose que les utilisateurs puissent s'y connecter pour voir leur consommation de gaz dans leurs différentes intégrations domotiques, que ce soit facile d'accès. Donc on arrive dans le tableau de bord énergie. Le tableau de bord énergie, alors je vais dézoomer un petit peu parce que pour le coup, si je zoome trop, ce ne sera pas facilement lisible. Vous avez en haut à droite ici, configuration de l'énergie, vous allez dedans. Alors moi ce que j'avais fait, c'était de faire en sorte ici que les entités soient disponibles. Alors il me met quand même un avertissement que l'entité n'est pas disponible alors qu'elle est disponible. Ce qu'il me dit, c'est que l'état de l'entité n'est pas disponible, donc l'entité existe, mais comme je mets unknown dedans, il n'est pas content parce qu'elle n'a pas d'état courant. Mais j'ai fait ça, je vous l'ai expliqué, parce que si je mets dedans une valeur, déjà, cette valeur-là sera prise en compte par rapport à la statistique long terme, donc c'est dommage, puisqu'elle est plus approchée, on va dire, puisque souvent elle est issue d'un calcul ou elle est intermédiaire, et surtout, elle se met dans le jour courant, avec le décalage de 2 jours que je vous indiquais, c'est pas bon. Donc du coup, c'est pour ça que je préfère avoir un unknown, et donc j'ai un avertissement, mais qui est sans danger. Si vous avez entité indisponible, parce que l'entité elle-même n'existe pas, c'est pas non plus un souci, d'après même le développeur de la donne, ou même de tous ces outillages, c'est pas un problème, c'est juste qu'en fait, normalement, l'entité doit exister pour avoir des statistiques. Ce que j'ai observé, moi, personnellement, c'est que ça marchait pas. C'est-à-dire que j'avais beau ici avoir quelque chose qui me disait entité indisponible et je mettais une consommation, ça ne s'affichait jamais dans Home Assistant. C'est pour ça que j'ai mis les deux en place, c'est pour ça que je vous montre avec les deux, parce que je sais que ça fonctionne à tous les coups comme ça, je suis pas sûr que ça fonctionne sans l'entité disponible, donc je préférais vous montrer la version complète. Donc vous n'aurez pas tout ça défini, vous allez ici, vous faites ajouter une source de gaz, la statistique, vous choisissez soit la valeur brute, le sensor brut que vous aurez sélectionné, donc sensor.machin, soit, si comme moi vous l'avez renommé, vous aurez un truc un peu tout joli, donc moi je l'appelais NJ, vous voyez qu'il est grisé puisque j'ai déjà sélectionné. Donc vous le sélectionnez, et vous pouvez ensuite suivre les coûts, et pour les coûts c'est pareil, vous pouvez utiliser une statistique de coûts. Donc si ici vous avez une entité avec des statistiques de coûts, c'est là aussi où vous pouvez aller la chercher, pour aller chercher la statistique de coût qui correspond. Donc vous avez l'entité de suivi de coût, l'entité du prix actuel ou le prix statistique. Donc voilà, en fonction de ce que vous voulez, vous pouvez associer des prix associés aux consommations. Alors moi, je vous montre quand même vite fait pour l'électricité, pour les appareils, mais bon, c'est pas pertinent pour ce que je vais vous montrer là, qui est le gaz. Mais j'ai ma consommation EDF ici. Ma consommation EDF, c'est un eco-device de GCE qui est directement branché sur mon compteur Linky. Donc lui, il me remonte en temps réel mes consommations électriques seconde par seconde ou 10 secondes par 10 secondes, bref, en instantané. J'ai ajouté aussi mon calcul d'empreinte carbone, donc ici on est en France, donc c'est Electricity Maps qui fournit la valeur, et on est assez décarboné puisqu'on est beaucoup sur du nucléaire, donc en général on est sur des niveaux de production CO2 qui sont assez bas par rapport au reste du monde, donc des énergies peu carbonées on va dire. Et en termes d'appareils, ici, j'ai mis tous mes appareils qui sont pertinents et qui permettent de remonter des consommations d'électricité. Donc ici, on est dans le domaine de l'électricité, mais j'ai aussi mis pour y voir en fait ce qui est important, c'est-à-dire mon tableau domotique, ce qui consomme. Prise bureau, c'est là où j'ai mes machines qui tournent, donc c'est là où ça consomme pas mal, et puis mes autres appareils en plus. Si vous avez quelque chose qui ne se peuple pas tout de suite, c'est parce que le tableau d'énergie
calcule à partir des statistiques les valeurs que vous voyez là, donc il faut lui laisser un tout petit peu de temps la première fois. En général, ça va assez vite quand même, ça prend pas 2 heures, mais ils mettent que ça peut prendre jusqu'à 2 heures, donc il faudra être un petit peu patient. Ensuite, c'est un tableau d'énergie classique, donc vous avez ici la possibilité de dire aujourd'hui, si vous êtes passé dans le passé, enfin vous êtes allé sur une année antérieure. Vous avez la possibilité aussi ici de changer les périodes, donc vous pouvez avoir la consommation au jour. Donc vous voyez qu'en électricité, j'ai bien jour par jour, mais pour le gaz, j'ai une fois par jour, un relevé, et encore avec 2 jours de retard. Donc c'est le truc qui est un petit peu embêtant. Vous pouvez passer aussi en relevé à la semaine, donc je vous montre la semaine précédente. Vous avez ici les petites barres, et là pour le coup, sur du long terme, on a autant en termes d'informations pour l'électricité que pour le gaz. Et puis ensuite, bah, c'est de l'historique traditionnel, donc vous avez le mois, le trimestre, l'année, et puis des périodes un peu plus personnalisées, où vous personnalisez complètement les périodes en fonction de ce que vous voulez. Donc si par exemple vous voulez les 30 derniers jours, voilà, vous avez les 30 derniers jours. Donc c'est pas le mois en cours, hein, c'est vraiment les 30 derniers jours, donc ici du 5 août au 5 juillet. Ça permet en tout cas d'avoir un suivi assez précis de ce que vous consommez, de voir visuellement s'il y a des schémas, des patterns qui apparaissent en fonction de tout ça. Donc moi par exemple, on voit clairement, je sais pas pourquoi, mais les mercredis, je crois que c'est les mercredis, je consomme moins de gaz que les autres jours. Alors ici on est en été, donc probablement peut-être je consomme moins d'eau chaude, je sais pas. Et on voit aussi que je consomme beaucoup plus d'eau chaude les week-ends. Bon voilà, ça ne me permet pas d'apprendre grand chose sur l'été, mais si on va sur... je dis pas qu'on va voir grand chose, mais si on va sur la période de décembre, vous voyez donc sur des périodes où il fait froid, très probablement, ici vous voyez j'ai un pic de consommation par rapport au reste de la semaine, eh ben, on pourrait corréler ça avec les températures. Il a peut-être fait plus froid ces 4 jours-là, ou j'avais donné une consigne de chauffe plus élevée, et donc dans ce cas-là, bah, ça peut expliquer cette consommation de gaz un peu plus élevée. Alors, cette statistique, cette consommation de gaz, vous pouvez aussi l'utiliser dans des cartes. Si je vous montre ça, je vais faire ça, bah tant pis, je vais faire ça dans mon tableau de bord principal, et puis je supprimerai après. On peut ajouter, je vais ajouter une nouvelle section, et je vais ajouter une nouvelle carte. Vous avez des cartes de statistiques. Donc on va choisir graphique des statistiques, on va choisir, donc ici on va enlever Gaspard, on va choisir en fait NG, celui que je vous ai montré tout à l'heure, juste pour vous montrer une autre manière d'afficher des graphiques si vous voulez pas passer par le tableau d'énergie en fait. On va dire qu'on va afficher l'année, même si c'est un peu coûteux, hein, donc faites attention quand vous faites ça, parce que forcément les coûts de calcul sont assez importants. Donc période par jour, et sur 365 jours, donc une année complète. Vous choisissez si vous voulez ligne ou barre, je vais mettre plutôt barre. Et du coup ici vous avez comme c'est un compteur, donc ça s'accumule à chaque fois, hein, c'est une accumulation dans le temps. Donc si vous voulez récupérer des barres qui représentent vos consommations journalières ici, il va falloir désactiver somme état, vous gardez que variation. Donc soit vous gardez état, et dans ce cas-là forcément c'est quelque chose qui s'accumule, donc il va faire que croître, soit vous faites variation, et dans ce cas-là vous voyez les consommations. Et donc là vous avez votre graphique des consommations. Et donc à ça vous pouvez ajouter d'autres statistiques. Si vous avez, je sais pas moi, des consignes de température, de choses comme ça, vous pouvez les ajouter également dedans. Je vous montre quand même vite fait comment j'ai créé cette carte, même si vous l'avez vu normalement dans le détail dans cette vidéo. On voit ici le résumé, enfin la prévisualisation de la carte. Donc j'ai fait jour affiché 365 par jour. J'ai affiché le minimum et les variations. Le minimum c'est pour les températures, puisque les températures sont en moyenne, min, max. Donc moi j'ai pris la valeur min, comme ça on voit bien quand il y a des températures négatives de la journée, hein, de la période considérée. Et variation c'est pour le gaz, c'est pour avoir une différence entre 2 jours, plutôt qu'avoir un truc qui croît comme je vous l'expliquais. J'ai mis une échelle en degrés ici, parce que je voulais que ce soit la température qui soit la valeur principale de la courbe, et donc j'ai mis 2 statistiques. La statistique NJ qui s'appelle à nouveau Gaspard ici volume, et la température extérieure qui a été prise dans mon allée. Voilà, c'est juste ça, après ça c'est de la mise en page pour la taille du graphique et tout ça, mais le reste c'est du détail. Voilà en ce qui concerne ce suivi de consommation d'énergie, donc principalement gaz, puisque je me suis focalisé sur cette thématique-là pour cette vidéo aussi.
On pourra de toute façon revenir sur le tableau de gestion d'énergie plus tard si y a des gens qui ont des questions autour de ça, mais je vais pas de toute façon aller dans le détail puisque il m'est assez personnel ce tableau d'énergie, c'est pour suivre moi-même ce que je consomme, comment je le consomme et comment je m'y prends. Mais en tout cas, vous avez vu donc comment on met en place tout ça, vous avez vu qu'il est très facile de mettre en place ce type de suivi. Par contre, je vous le redis, faites très attention, vous pouvez être amené assez rapidement, en fait, à mettre des intégrations dont vous n'avez pas besoin. Donc mettez en place ces intégrations, ces suivis de consommation, que si de votre côté, vous vous attendez à en faire quelque chose, à l'exploiter, à l'analyser et à le surveiller. Si c'est pour ne rien en faire, surtout sur des intégrations telles que je viens de vous montrer, qui sont des intégrations soit HACS, soit avec des dépôts externes à Home Assistant, vous allez vous mettre ensuite potentiellement en difficulté lors des mises à jour, si jamais le plugin, l'add-on et tout ça ne sont pas correctement suivis, vous aurez des problématiques de mise à niveau que vous n'auriez pas si vous n'avez pas fait l'intégration. Donc c'est pas juste pour faire joli, juste pour avoir des graphiques et des beaux diagrammes. Si vous comptez pas exploiter des données, je vous le redis une dernière fois, ne faites pas ce type d'intégration, ça ne vous servira à rien, ça va juste rendre votre installation plus lourde, plus complexe et plus difficile à mettre à jour, et ce serait pour moi je pense aller dans le mauvais sens en fait pour la fiabilité de votre installation domotique. Ensuite à vous de voir, c'est vous qui voyez sur votre installation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur la domotique ou sur d'autres sujets. Merci et au revoir.